Antoine Deltour est le principal dénonciateur dans l'affaire LuxLeaks. Il a travaillé en tant qu'auditeur pour PricewaterhouseCoopers Luxembourg de 2008 à 2010. Lorsqu'il a démissionné, il a copié des centaines de rulings fiscaux qui ont conduit entre autres aux documents du scandale LuxLeaks. La révélation de pratiques d'évasion fiscale à grande échelle a encouragé plusieurs initiatives en faveur d'une meilleure justice fiscale. La question fondamentale qu'on pourra se poser est évidemment la question peut-on dénoncer ce qui est légal ? Mais Antoine Deltour a fait l'objet de poursuites pénales au Luxembourg, tout comme le journaliste Édouard Perrin, l'autre dénonciateur des LuxLeaks, Raphaël Allais. Après une première condamnation à 12 mois de prison avec sursis en 2016, suivie de plusieurs appels, il a finalement été reconnu comme lanceur d'alerte et a été acquitté de tous les chefs d'accusation liés aux LuxLeaks. Il travaille aujourd'hui pour l'administration statistique française, à l'INSEE, et est impliqué dans 2 organisations protégeant les lanceurs d'alerte, la Maison des lanceurs d'alerte et The Signals Network. Je vous demande très chaleureusement, avec une forte bienveillance que je reconnais chez vous, pour accueillir avec moi Antoine Deltour. Bonsoir à tous. Alors, je m'excuse d'avance, je n'ai pas de fromage à vous faire déguster ni de démonstration d'escalade à vous proposer. Je vais me contenter de parler pendant à peu près 1 heure pour vous présenter donc mon parcours de lanceur d'alerte. Alors, je n'ai pas la prétention de considérer ce parcours comme inspirant, mais il s'agit juste de l'illustration de ce que peut être le parcours d'un lanceur d'alerte, en me disant que peut-être chez vous, ça pourrait faire germer au moins une réflexion sur ce qu'est l'alerte. Voilà, j'ai rien à vous vendre, j'ai aucun intérêt particulier à venir aujourd'hui passer une journée de congé pour me rendre jusqu'ici à Cergy pour parler cet après-midi, si ce n'est que voilà, essayer de faire germer cette réflexion chez vous. Donc, j'ai structuré mon exposé comme suit. Donc, je vais commencer par vous présenter cette affaire LuxLeaks, donc qui est constitutive de mon parcours de lanceur d'alerte, et puis ensuite vous montrer à quoi elle a servi, quel est l'intérêt public de cette alerte, qu'est-ce qui justifie quelque part de prendre le risque un jour de lancer l'alerte. Et je verrai dans un troisième temps que effectivement ça a des conséquences, y compris individuelles, puisque j'en ai payé un certain prix, même si, comme vient de le rappeler Xavier Pavie, j'ai fini par être acquitté, et donc mon rôle de lanceur d'alerte a été reconnu. Et enfin, je terminerai avec un peu de prospective sur l'environnement nécessaire au développement des alertes. Donc voilà un petit résumé de l'alerte. Alors cette petite illustration là où j'essaye d'expliquer l'optimisation fiscale avec des bretzels, en fait elle est issue d'une bande dessinée qui est sortie là récemment, qui s'appelle Fronde fiscale, issue un petit éditeur, la boîte à bulles. Alors je le mentionne non pas par intérêt, moi je gagne je crois 50 centimes il me semble pour avoir inspiré l'histoire de cette BD, mais ces 50 centimes je les reverse à la maison des lanceurs d'alerte dont je parlerai tout à l'heure. Mais voilà, c'est juste pour, si jamais vous vous intéressez davantage à cette alerte, vous en trouverez plus de détails dans cette bande dessinée et il y aura d'autres illustrations au cours de cette conférence. Donc l'affaire LuxLeaks en résumé, en fait, mon parcours, c'est celui d'un étudiant en école de commerce, donc peut-être que ça va vous parler. Alors j'ai pas fait les SEC, je suis issu d'une école, j'ai fait une petite prépa de province à Nancy, ce qui m'a conduit ensuite dans une école un peu moins prestigieuse. Voilà, j'ai fait l'ESC Bordeaux, excusez-moi, mais en tout cas, voilà, ça m'a conduit à débuter ma carrière professionnelle dans l'audit. Alors là, c'est formidable avec le public que vous êtes. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est un cabinet d'audit, ni en quoi consiste l'audit. Mais donc voilà, j'ai commencé ma carrière professionnelle au Luxembourg, un peu par appât du gain,
Je pense que c'est quelque chose que vous comprendrez. C'est pour ça que j'ai intitulé ma conférence Lancer l'alerte, quel intérêt? Parce que je connais le caractère intéressé des étudiants en école de commerce pour en avoir fait partie. En tout cas, c'est un des points communs que j'ai retrouvé chez beaucoup d'étudiants, c'est la volonté de faire carrière et de gagner de l'argent. Et effectivement, en allant au Luxembourg, je gagnais plus qu'en restant en France. Donc c'est une des motivations qui m'ont conduit à aller travailler au Luxembourg. Mais pour autant, j'étais quand même très attaché à l'utilité sociale de mon travail. J'étais pas prêt à vendre corps et âme pour faire carrière, et je considérais qu'en travaillant dans l'audit, quelque part, on se contente d'être au service de la fiabilité des données financières. Et c'est un objectif qui me paraît plutôt noble, puisque tout un chacun peut avoir besoin de données financières, toutes les parties prenantes, et quelque part, on arrive après les décisions de gestion, et on assume finalement assez peu de responsabilités quand on est auditeur. On vient juste dire, OK, les choses ont été correctement enregistrées dans les comptes. Donc, ce qui m'a conduit donc, chez PwC, où, en gagnant progressivement en autonomie, on a fini par me confier, en une courte expérience, donc de 2008 à 2010, on a fini par me confier des audits quasiment en autonomie, bien qu'en étant junior, donc pour des petites entités, et ce qui m'a permis d'avoir une compréhension un peu plus globale des clients dont j'auditais les comptes, et notamment la confirmation de l'a priori que je pouvais évidemment avoir en allant travailler au Luxembourg, c'est que évidemment la prospérité du Luxembourg repose au moins en partie, et je pense en assez grande partie, sur la fiscalité attractive du Luxembourg. Mais ce que j'ai découvert, c'est ce qui allait bien au-delà des a priori qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, quasiment aucun des clients dont j'auditais les comptes n'avait de salariés au Luxembourg, n'avait d'activité économique réelle au Luxembourg. En fait, il n'y avait même pas de chiffre d'affaires. C'était uniquement des entités de papier, alors des coquilles vides, qui n'étaient là que pour des raisons fiscales. Alors ça, on peut l'imaginer. Enfin, vous savez ce qu'est une holding, vous savez l'activité réelle qu'elle peut avoir, c'est pas grand-chose, donc c'est bien, c'est facile à auditer. Mais ce que je ne pouvais vraiment pas imaginer, en fait, c'est l'idée que quasiment toute multinationale opérant en Europe a sa filiale au Luxembourg pour des raisons fiscales, et que cette optimisation fiscale est extrêmement agressive. C'est-à-dire que sur les audits que j'ai menés moi-même, j'ai calculé des taux effectifs d'imposition de l'ordre de 3%, et les enquêtes qui ont été menées dans le cadre de l'affaire LuxLeaks ont calculé des taux effectifs d'imposition sur certaines opérations de 0,015%, donc autant dire 0%. Et ça, de l'extérieur, je pense que personne ne peut imaginer que ça aille aussi loin et que ça ait une échelle aussi industrielle. Et ces pratiques fiscales, en fait, ne sont pas un accident de l'histoire, ça résulte d'une volonté politique du Luxembourg qui exerce un contrôle très lacunaire. Et notamment, ce que j'ai découvert en travaillant au Luxembourg, c'est une des spécificités de cette place offshore, c'est le tax ruling. Le tax ruling, c'est un document, une décision fiscale anticipée par laquelle l'administration fiscale approuve un traitement fiscal futur. Alors c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de pays, y compris en France. La France émet des milliers de tax rulings chaque année, on appelle ça des rescrits fiscales en droit français. Et en fait, c'est parfaitement légitime. C'est-à-dire qu'un contribuable qui a des opérations relativement complexes, on peut comprendre qu'il ait besoin de savoir à quelle sauce il sera mangé par l'administration fiscale. Et donc c'est normal qu'il présente son interprétation juste pour en avoir une confirmation. Et en fait, ce qui se passait au Luxembourg, c'est que ce système était totalement dévoyé, puisque donc les interprétations du droit fiscal proposées par les cabinets d'audit, mais également par tous les conseillers en fiscalité, sont extrêmement agressives et tirent parti de mécanismes d'optimisation promus
par la place financière et avec lesquels les autorités exercent un contrôle de forme. C'est-à-dire qu'il y a une grande complaisance de l'administration fiscale vis-à-vis de ces pratiques. Donc concrètement, ça veut dire qu'il y a un fonctionnaire de l'administration qui était chargé de valider l'ensemble des tax rulings du Luxembourg, où j'ai dit qu'il y avait à peu près toutes les multinationales opérant en Europe. Donc voilà, il y avait des contrôles extrêmement faibles et lacunaires exercés sur ces pratiques fiscales. Et donc moi, en tant qu'auditeur, j'ai trouvé ça scandaleux, parfaitement injuste, pour plusieurs raisons. Le contexte dans lequel j'exerçais, c'était donc le début des années 2010. On sortait de la crise des subprimes et on était en plein dans la crise des dettes souveraines. Et donc, à cette période-là, la problématique, c'était les finances publiques. Comment continuer à payer pour des routes, pour des écoles, des hôpitaux, alors que la notation des différents États était en train de se dégrader fortement. Et en Grèce, on en arrivait à des plans d'austérité extrêmement sévères qui plaçaient le pays dans une situation humanitaire déplorable, vraiment. Et en même temps, moi, j'étais témoin du fait que voilà, des contribuables, des grandes entreprises extrêmement prospères, même dans un contexte de crise, parvenaient à échapper à leur contribution fiscale. Et donc là, je ne comprenais pas, quoi. On cherche de l'argent, on en arrive à supprimer des financements de services publics absolument essentiels, alors qu'en même temps, on se refuse de taxer, ou en tout cas, on permet à des multinationales de ne quasiment pas payer d'impôts. Ça me choquait. Après, je comprends que ce soit une vision qui vous paraisse politique, et si on adopte un point de vue parfaitement neutre et généralement accepté dans notre monde économique, l'optimisation fiscale pose aussi un problème en termes de respect de la concurrence. C'est-à-dire que l'optimisation fiscale agressive rompt l'égalité devant l'impôt dans la mesure où si ce soir vous allez manger un kebab, sur les 5 ou 6 euros que vous allez donner, le kebab va faire un certain profit sur lequel il sera taxé au taux nominal. Par contre, si vous allez dans un fast-food tel que McDonald's ou n'importe quelle autre chaîne, le profit réalisé sur votre sandwich sera transféré dans un paradis fiscal où il ne sera quasiment pas taxé. Et donc, quelque part, les 2 sandwicheries que vous aurez le choix de manger ce soir ne sont pas du tout dans une situation de concurrence loyale. Le troisième gros problème posé par cette situation fiscale, à mon sens, c'est aussi la course vers le bas que cela induit. C'est-à-dire qu'il y a une compétition entre les différentes places financières qui conduit à une diminution très nette au cours des décennies passées du taux d'imposition sur les sociétés. Voilà, c'est quelque chose qui est mesuré par les économistes, et si cette tendance se prolonge à moyen terme, l'impôt sur les sociétés est appelé à disparaître. Or, l'impôt sur les sociétés, c'est quand même un des instruments les plus efficaces et les plus justes pour taxer le capital, puisqu'on taxe les entreprises, mais seulement celles qui sont profitables, et ce qui est l'une des manières de rétablir, en tout cas de lutter contre les inégalités qui sont en train d'exploser au niveau mondial. Donc voilà, moi c'était un peu les analyses que j'avais en tête quand je travaillais au Luxembourg. Donc vous voyez que ma motivation au travail était un peu difficile à trouver, parce que je suis arrivé là très intéressé par l'utilité sociale de mon travail, et je me retrouve à travailler au service de clients qui sont là pour des objectifs qui me paraissent vraiment très éloignés en tout cas des valeurs auxquelles je croyais. Donc, qui dit des motivations dit des missions. Voilà, j'ai fini par rendre mon tablier. D'autant plus que il y avait ce sentiment d'injustice, mais il y avait aussi, je ne l'ai jamais caché, il y avait aussi des conditions de travail assez exigeantes. Dans un cabinet d'audit, on est là pour travailler dur, et la plupart de mes collègues acceptaient ces conditions de travail motivées par
les promotions assez rapides qu'on peut obtenir. Voilà, l'audit, alors vous espérez peut-être mieux comme carrière à l'ESSEC, mais en tout cas l'audit permet d'acquérir assez rapidement une expérience et voilà, d'être rapidement, de rapidement gagner en responsabilité. Et voilà, des collègues de mon niveau d'expérience étaient recrutés par des clients à des salaires absolument incroyables pour cet âge en tout cas. Mais moi, en fait, je voyais pas l'intérêt. C'était pas du tout un facteur de motivation pour moi, puisque en début de carrière, en fait, donc plutôt en bas de l'échelle, et à des niveaux de rémunération qui sont finalement assez ridicules dans l'échelle des salaires luxembourgeoises, pardon. En fait, je dépensais une infime partie de ce que je gagnais en 2 ans. J'ai mis de côté de quoi arrêter de travailler pendant 2 autres années pour me reconvertir. Voilà, j'étais pas du tout attiré par ce matérialisme, en fait, ce niveau de consommation permis par ces rémunérations. Donc j'ai démissionné. Et il se trouve que, n'excluant pas de devoir retravailler dans l'audit, moi j'espérais me reconvertir, faire autre chose, mais si jamais j'échouais dans cette reconversion, il était peut-être question que je retravaille dans l'audit. Donc en partant, je regarde s'il n'y a pas des documents de formation qui pourraient éventuellement me resservir. J'avais quelques scrupules à le faire, et en fait des collègues m'ont dit mais c'est bon, tout le monde le fait en partant, te gêne pas. Donc je vais chercher sur le réseau si je trouve des documents, enfin des diaporamas, voilà, des choses auxquelles on avait accès en tant qu'auditeur. Et là je tombe sur un dossier qui contient des centaines de tax ruling, donc qui sont des documents extrêmement confidentiels, extrêmement sensibles. En tant qu'auditeur, on n'avait pas toujours la faculté d'en garder une copie, ce qui est quand même choquant dans le métier d'auditeur. Le métier d'auditeur, c'est de garder des preuves matérielles des comptes. Et là, pour ces documents-là, des fois, on n'avait même pas le droit de les prendre tellement c'était sensible. C'est vraiment le secret bien gardé du Luxembourg. Et là, je tombe sur un dossier qui contient des gigaoctets de ces documents. C'était en fait une négligence très forte, un non-respect des procédures de sécurité de l'information, donc une négligence du cabinet d'audit. Et là, je me dis que ces documents peuvent me servir plus tard. En fait, j'avais déjà initié des prémices d'une alerte. Moi, ce qui me choquait dans ma pratique professionnelle, j'avais commencé à en parler anonymement à la radio, j'avais commencé à témoigner dans des commentaires sur un blog, et là je me dis, voilà, j'ai une masse documentaire qui permet d'étayer les critiques que je formule sans trop d'impact à l'égard du Luxembourg. Là, j'ai peut-être quelque chose pour voilà, déployer cet impact. Et donc, je pars avec 500 tax rulings qui représentent 28 000 pages de documents. Donc l'affaire LuxLeaks en résumé, c'est ça, c'est ces petites vignettes. Finalement, ma contribution, c'est pas grand-chose. Je tombe sur des tax rulings en parcourant le réseau de l'entreprise et je les confie à un journaliste, donc un journaliste qui travaillait pour Cash Investigation. Et plus tard, ces documents arrivent entre les mains de l'ICIJ, donc le Consortium international de journalisme d'investigation. Donc c'est le consortium, ça rassemble plusieurs dizaines de médias à travers le monde. Ce consortium s'est fait connaître notamment par les Panama Papers. Depuis, il y a eu une succession de scandales, Pandora Papers, Paradise Papers, etc. Et dont les Luxembourg Leaks, qui ont été publiés en 2014. Et qui ont permis un impact mondial, puisqu'en fait, ces journalistes, ces différents médias ont enquêté simultanément, de manière collaborative, sur les mêmes documents. Et donc voilà une petite vidéo qui donne un exemple, voilà, c'est une petite vidéo pédagogique pour résumer un peu ce que sont la révélation LuxLeaks. LuxLeaks n'est pas une marque de couche haut de gamme. Pourtant, il s'agit bien de fuites, de grosses fuites d'argent. LuxLeaks, c'est un scandale financier, un système qui permet à des entreprises réalisant des bénéfices colossaux de ne pas ou presque pas payer d'impôts. En novembre 2014, 40 médias internationaux publient une enquête basée sur 28 000 documents obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation. Elle révèle une pratique bien particulière du fisc luxembourgeois, le tax ruling. Comment ça marche ? Imaginons une multinationale qui voudrait payer moins d'impôts. Je sais, ce n'est pas facile, mais faites un effort. Cette multinationale, par l'intermédiaire d'un cabinet d'audit, demande au fisc luxembourgeois à quelle hauteur elle serait taxée si elle ouvrait une filiale dans le Grand-Duché.
Le cabinet d'audit propose un taux d'imposition le plus faible possible pour son client et négocie avec le gouvernement luxembourgeois. Une fois la proposition acceptée, elle devient un tax ruling, validé par le fisc. Et voilà, le tour est joué et tout le monde est content. Le Luxembourg, qui affiche un taux d'imposition sur les sociétés de 29%, mais qui, grâce à ce système et à des exonérations fiscales, attire les entreprises et peut mettre plus de beurre dans la Bundesloop, une soupe aux haricots dont le Grand-Duché est friand. La multinationale, qui via sa filiale, centralise ses bénéfices réalisés dans d'autres pays et peut donc économiser des centaines de millions d'euros, parfois des milliards, en échappant à l'impôt dont elle aurait dû s'acquitter ailleurs. 548 tax rulings ont été conclus entre 340 multinationales et le Luxembourg. Certaines ont été au final taxées à moins de 1%. Mais que fait la police? Eh bien pas grand-chose, parce que cette pratique est légale. D'ailleurs, l'Irlande ou l'Espagne ont également des dispositifs fiscaux avantageux. Légal mais pas très moral. Le Luxembourg garde ses accords secrets, alors que le système prive de nombreux pays, dont ses partenaires européens, de substantiels revenus fiscaux. C'est de la part du Grand-Duché d'une noblesse douteuse. Voilà, donc ça m'amène à l'impact qu'a pu avoir ces révélations sur le public. Alors, l'objet ce soir, c'est pas de parler de fiscalité en détail, mais juste d'illustrer l'intérêt que ça a pu avoir. Et en fait, s'il y a pu avoir un impact, c'est grâce à un contexte favorable. Je pense que très peu d'alertes sont capables finalement de faire émerger un sujet nouveau, mais à chaque fois qu'une alerte a un impact, c'est parce qu'il y avait un momentum. Et là, je pense que c'est important de dire que certaines ONG, certains hommes politiques, certains partis avaient déjà préparé le terrain de l'opinion pour aborder ce sujet-là, et quelque part, un peu par hasard, moi je suis arrivé là-dedans et ça a pris. Alors ça a pris dans la mesure où, par exemple, le Parlement européen a créé, suite à ces révélations, une commission pour enquêter sur ces pratiques fiscales et sur les pratiques fiscales des multinationales partout en Europe. Et la Commission européenne a eu une très forte pression sur ses épaules pour changer le cadre réglementaire concernant la fiscalité en Europe, parce qu'il se trouve que la Commission européenne était présidée par Jean-Claude Juncker, et les médias ont attendu sa nomination pour sortir les LuxLeaks. Il est arrivé 15 jours après, le scandale éclatait, et il se trouve que Jean-Claude Juncker, donc c'est l'ancien Premier ministre et l'ancien ministre des Finances pendant de très longues années au Luxembourg. Et donc cette pression de l'opinion sur la Commission européenne, sur les décideurs, a conduit à certaines avancées. Alors, je pense sincèrement que la plupart des décideurs avaient globalement connaissance de ce qui se passait au Luxembourg et de ce qui se passait dans les places offshore, sauf qu'une fois que les documents sont sur la table et qu'on ne peut pas nier la réalité des pratiques fiscales, on ne peut plus rester dans l'hypocrisie et on est obligé de montrer une réaction, d'afficher quelque chose. Et donc, il y avait déjà des discussions sur les réformes fiscales, mais clairement, les LuxLeaks, avec d'autres scandales, ont accéléré les choses. Et l'une des conséquences directes pour les LuxLeaks, ça a été l'échange automatique d'informations concernant les tax rulings. Donc les tax rulings, les documents au cœur de ce scandale, auparavant étaient donc des secrets très jalousement gardés. Quand le Luxembourg accordait un ruling, seule l'administration luxembourgeoise en avait connaissance, ainsi que le client concerné. Et depuis les LuxLeaks, il y a un échange automatique d'informations. Donc toutes les administrations fiscales de l'Union européenne échangent des informations sur les tax rulings. Alors ce qu'on peut regretter, sans rentrer dans le détail, c'est que la Commission européenne n'est pas dans la boucle. Or, il se trouve que c'est la Commission européenne qui est le seul acteur qui véritablement attaque, qui a le pouvoir de mettre en cause certaines pratiques fiscales, comme on l'a vu avec Apple ou Amazon, par exemple. Donc il y a eu notamment plusieurs directives ATAD qui ont renforcé la lutte contre l'évasion fiscale, en renforçant par exemple, notamment la surveillance des intermédiaires financiers, dont les conseillers en fiscalité. Donc là aussi, je pense que les LuxLeaks ont pesé dans ces orientations politiques. Et le résultat de tout ça, notamment, c'est qu'aujourd'hui, le volume de tax ruling approuvé par les autorités luxembourgeoises a été divisé par 10. Donc voilà, ça a eu un impact concret.
Mais encore une fois, quelque part, l'optimisation fiscale, en fait, c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Donc si le volume de tax ruling a été divisé par 10, c'est aussi parce que les contribuables ont trouvé d'autres manières que le tax ruling d'arriver à leur fin. Et notamment, c'est ce qu'a révélé un scandale un peu plus récent des LuxLetters, qui montre en fait que ce qui a remplacé le tax ruling, c'est l'information letter, qui est en fait une manière pour le contribuable d'informer l'administration des opérations qu'il souhaite mettre en œuvre. Et la différence avec le tax ruling, c'est qu'il n'y a pas de retour, donc il n'y a pas le tampon de l'administration fiscale. Et là, donc, ça apporte moins de sécurité juridique quelque part, mais la règle implicite, mais qui n'est écrite par nulle part, c'est que en l'absence de retour de l'administration fiscale, ça vaut approbation. Donc voilà, quelque part, le système perdure et sans échange automatique. Voilà. C'est un peu ça la réalité des choses. Mais en tout cas, on peut quand même considérer que la multiplication des scandales la favorise la réforme et favorise notamment la coopération internationale via les progrès avec l'OCDE, avec le programme BEPS, notamment Base Erosion and Profit Shifting, qui vise à lutter contre les transferts de bénéfices vers les paradis fiscaux et plus récemment l'instauration d'un taux minimum d'imposition concernant les multinationales. Alors c'est un taux qui a été fixé à 15%, ce que certains observateurs trouvent trop bas, qui a tendance à avaliser, à accepter les pratiques actuelles. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et donc voilà une autre vidéo pour illustrer cet impact. C'est un extrait de JT un peu daté, mais c'est juste pour illustrer que cette alerte n'a pas été vaine. C'est souvent la question qui est posée aux lanceurs d'alerte. À quoi ça a servi? Là, il y a quand même eu quelques impacts. Et si on prend un peu de recul aujourd'hui, il y a un rapport très récent qui vient de paraître qui fait un état des lieux de l'évasion fiscale dans le monde, qui est issu de l'Observatoire européen de la fiscalité et qui fait le constat que l'optimisation fiscale de la part des multinationales reste massive. Donc il y a eu un impact au LuxLeaks, mais le problème reste entier, et l'optimisation agressive est chiffrée à 1000 milliards de dollars par an. Donc, alors, il y aurait une stabilisation. Les chercheurs ont fait un effort de mise en perspective. Donc, le rythme d'accroissement de l'optimisation fiscale semble interrompu. Ce qui veut dire que les initiatives de l'OCDE, avec BEPS notamment, auraient stoppé la progression de l'optimisation fiscale, mais qui reste à un niveau historiquement le plus élevé. Donc 1000 milliards par an, ça reste énorme. Donc voilà, les mesures adoptées jusqu'à présent n'ont pas permis de vraiment résoudre le problème. Alors, si on fait ce constat peut-être un petit peu désabusé, moi je garde quand même que l'un des résultats de cette alerte et des risques que j'ai pris, c'est que l'optimisation fiscale des multinationales, c'est quelque chose dont pas grand monde n'avait entendu parler avant. Et aujourd'hui, c'est un concept largement vulgarisé qui est rentré dans le débat public et en soi, je trouve que ça valait la peine de faire tout ça. Et donc ça m'amène aux conséquences personnelles de cette affaire. Donc là, c'est une illustration. Voilà, les policiers français ont fouillé mon appartement. Je suis allé plusieurs fois au tribunal au Luxembourg, à certains moments pour recevoir des condamnations que j'ai fini par réussir à faire invalider. Et en fait, voilà, donc il y a eu des poursuites pénales. La première réaction du cabinet d'audit, en regardant le reportage de Cash Investigation qui leur était consacré, a été de déclencher une enquête interne pour savoir quelle était la source des informations. N'étant pas un hacker, cette enquête interne a rapidement abouti à mon nom. Voilà, on laisse tous des traces numériques et je ne sais pas les cacher, j'ai pas essayé. Quand on fait un copier-coller, on peut en retrouver la trace plusieurs années après. Voilà, j'ai appris ça. Et donc, ils ont porté plainte. J'ai été inculpé pour 5 délits, donc violation de secret professionnel, violation de secret d'affaires, fraude informatique, accès non autorisé à un système informatique,
blanchiment détention. On ne m'a pas accusé de blanchir de l'argent, mais ça ressemble au recel en droit français. Et un 5e délit que j'ai oublié, mais peu importe. Et donc pour l'ensemble, pour ce package, je risquais jusqu'à 10 ans de prison et 1 300 000 € d'amende. Donc voilà une autre vidéo qui illustre un peu mon état d'esprit quand je me pointe à la première audience. Hein, donc voilà, voilà, c'est issu d'un documentaire qui a été consacré à ce parcours et voir un peu la pression, la tension qui peut... Là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est un contre-champ, donc c'est une documentariste qui me suit et j'arrive là au tribunal. Bon, voilà, c'est juste pour illustrer que j'étais pas spécialement serein. Voilà, c'était un petit moment un peu angoissant et que j'ai réussi à traverser, notamment grâce au soutien qu'on voit un peu sur cette vidéo, mais qui ont été beaucoup plus nombreux après en appel. C'est vraiment la dimension publique de l'affaire qui a permis de mobiliser massivement des soutiens autour d'un noyau familial au départ, mais qui a rapidement pris de l'ampleur avec des centaines de personnalités, beaucoup d'organisations, y compris internationales, qui ont pris position en faveur des lanceurs d'alerte et du journaliste. Donc nous étions 3 inculpés, donc Édouard Perrin et Raphaël Allais. Édouard Perrin, le journaliste, et Raphaël Allais, le second lanceur d'alerte. Et donc j'ai été condamné en première instance à 12 mois de prison avec sursis. En appel, cette peine a été ramenée à 6 mois avec sursis. Et finalement, j'ai gagné en cassation. Alors j'allais en cassation au Luxembourg uniquement par nécessité, parce que c'est ce qui me permettait d'ensuite faire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. Et il se trouve que par chance... C'est pas de la chance, on a beaucoup argumenté, mais sans s'y attendre, en tout cas, j'ai gagné devant les instances luxembourgeoises, ce qui pour moi était assez peu... je misais assez peu d'espoir là-dessus. Et donc voilà, cette défense, elle a quand même été assez coûteuse. Hein. C'était voilà, beaucoup de pression. C'est pas évident à vivre, de se retrouver jugé comme un criminel, voilà. Alors que pour moi, je pensais avoir agi dans le sens de l'intérêt public. Et voilà, cette défense, elle a coûté, ça a coûté aussi financièrement. Alors heureusement, le comité de soutien a permis de collecter des dons qui ont entièrement financé cette défense. Mais voilà, ça peut aussi mettre beaucoup en difficulté certains lanceurs d'alerte. Mais pour autant, ces moments relativement difficiles, j'ai aucun regret de ce que j'ai fait, parce que déjà, le fait de lancer l'alerte, c'est viscéral. C'est jamais quelque chose qu'on raisonne en termes d'intérêt. J'ai intitulé cette conférence « Lancer l'alerte, quel intérêt ?» En fait, on ne se pose pas la question. Les lanceurs d'alerte, parfois, mais c'est ce qu'explique Irène Frachon donc pour le scandale du Mediator, c'est que quand elle lance l'alerte, elle ne se rend même pas compte qu'elle est lanceuse d'alerte. Donc elle ne va pas dire « est-ce que j'ai bien fait ou pas de le faire ?» Elle l'a fait, et à chaque fois, les lanceurs d'alerte le font parce que c'est une pulsion quelque part, c'est un fort sentiment d'indignation, d'injustice qui les pousse à agir sans forcément mesurer les conséquences. Et ces conséquences, en grande partie, étaient totalement imprévisibles. Évidemment, moi, je n'anticipais pas de tout ce qui allait se passer, et je pense que personne n'aurait pu l'anticiper. Après, les quelques lanceurs d'alerte qui peuvent avoir des regrets, et j'en connais vraiment, vraiment très peu, en général, c'est parce que la pire chose qui puisse arriver à un lanceur d'alerte, c'est l'indifférence, c'est-à-dire de s'être exposé, d'avoir pris des risques, mais qu'il n'y ait aucune réaction en face. Et ça effectivement, ça peut être extrêmement difficile à vivre, mais là ça n'a pas été mon cas. Et si on fait un peu un bilan, voilà, faut-il avoir ou non des regrets par rapport
au sentiment d'injustice à l'origine de ma démarche, alors le problème n'a pas été totalement résolu, on vient de le voir juste avant, mais en tout cas, moi je considère avoir fait ma part, et ça, c'est valorisant. C'est-à-dire que, en tant que salarié, en tant que jeune diplômé, au début de ma carrière professionnelle, voilà, j'avais un conflit, une dissonance cognitive, comme on dit aujourd'hui, où mes pratiques professionnelles étaient en désaccord profond avec mes valeurs, et en agissant en tant que lanceur d'alerte, j'ai réaligné tout ça. Et ça apporte, c'est un facteur de bien-être. Alors si on fait voilà, je considère avoir fait ma part vis-à-vis des problèmes profonds sociétaux que j'ai pointés du doigt. Alors c'est un peu la démarche du colibri, voilà, j'ai apporté ma goutte d'eau pour essayer d'éteindre le feu de forêt, mais dans certains cas, voilà, la goutte d'eau qu'un individu peut porter a quand même de l'impact. C'est-à-dire que là, dans cet exemple des LuxLeaks, le ministre des Finances a qualifié les LuxLeaks de pire attaque que le Luxembourg ait connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors je pense que ces propos étaient totalement excessifs et il a été critiqué pour les avoir tenus, mais en tout cas, voilà, chaque individu peut avoir de l'impact, et moi, mon but, c'était pas d'attaquer le Luxembourg, c'était de décrire des pratiques fiscales qui sont pratiquées par d'autres pays en Europe, tels que les Pays-Bas, l'Irlande, et chaque pays a ses niches fiscales, hein, même la France. Après, voilà, donc j'ai pas de regret par rapport au problème de fond que je souhaitais pointer du doigt, et après par rapport à mon parcours individuel. Alors, moi, en fait, c'est la première fois que je témoigne en école de commerce. J'ai toujours jusqu'à présent refusé de le faire parce qu'en fait, mon parcours, c'est un parcours de rupture. J'ai pas du tout la trajectoire qu'on peut souhaiter quand on fait une école de commerce. Je pense qu'aujourd'hui, vu le montant que vous investissez dans votre diplôme, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup parmi vous qui souhaitent devenir fonctionnaire de catégorie B en Lorraine, ce que je suis. Voilà, donc c'est pour ça que je ne sais pas si mon témoignage sera très inspirant. Mais en tout cas, aujourd'hui, je l'assume totalement. Voilà, même si j'ai pas de réponse définitive à apporter aux questionnements qui m'ont conduit à démissionner, voilà, j'ai peut-être pas trouvé j'ai pas de solution miracle à sortir du chapeau. Voilà, aujourd'hui, j'ai un boulot alimentaire qui résout pas spécialement les problèmes que je voyais quand j'étais au Luxembourg, mais en tout cas, je l'assume complètement parce que aujourd'hui, on est quand même dans un contexte que certains qualifient de polycrise. Voilà, donc on a les grands équilibres de la biosphère qui sont menacés, vous l'avez entendu juste avant avec Claire Nouvian, des inégalités qui explosent au niveau mondial, et une crise aussi de la démocratie, hein, très inquiétante, et face, voilà, à ces bouleversements dont on est témoin, il y a de plus en plus de jeunes diplômés qui font le choix de déserter. Alors, je pense qu'il y aura peu de déserteurs parmi les diplômés d'école de commerce, mais en tout cas, moi, ce mouvement-là de désertion me rassure et m'aide à assumer ce choix d'avoir renoncé à une carrière matérialiste et pour devenir un petit fonctionnaire de province, parce qu'au moins, en tant que petit fonctionnaire de province, j'ai pas le sentiment de nuire. Voilà. Alors, à défaut d'apporter des solutions miraculeuses aux grands problèmes de ce monde, au moins, je ne contribue pas à la destruction de la biosphère, et c'est déjà pas mal. Alors après, si parmi vous, voilà, vous souhaitez rester dans les carrières types qu'on fait à l'issue d'une grande école de commerce, ce que je souhaite faire germer en vous au minimum, c'est l'idée que nos sociétés démocratiques, elles reposent sur la responsabilité politique de l'individu. Hein, c'est bien chaque citoyen qui exerce le pouvoir. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est de garder en tête que cette citoyenneté, cette responsabilité citoyenne, elle ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Vous êtes citoyen dans l'urne, vous êtes citoyen dans les bureaux de vote, vous êtes citoyen quand vous vous informez, mais également dans vos pratiques professionnelles. Il y a une responsabilité sociétale de l'entreprise, il y a aussi une responsabilité sociétale des salariés, et qui peut, dans certains cas, les conduire à lancer l'alerte.
Et pour satisfaire ce besoin des sociétés de lancer l'alerte, il y a besoin d'un cadre sécurisant pour les lanceurs d'alerte. Et ce cadre légal, alors il existe en France depuis 2016 avec la loi dite Sapin 2 qui définit pour la première fois le lanceur d'alerte dans le droit français. Et il se trouve que 2016, c'est aussi le moment où l'Union européenne débattait de la directive visant à protéger les secrets d'affaires. Et il se trouve que j'étais inculpé pour violation de secret d'affaires, donc c'était assez... voilà, l'affaire LuxLeaks, c'était quelque chose de très observé à Bruxelles, dans les milieux européens, et donc de débattre de la protection des secrets d'affaires au même moment où on inculpait des lanceurs d'alerte pour violation de secret d'affaires, ça posait... c'était encore une fois une dissonance cognitive. Donc là, il a été accepté un compromis politique que la gauche modérée vote la directive pour les secrets d'affaires, en contrepartie de d'accepter ensuite une directive pour protéger les lanceurs d'alerte. Donc cette directive, quelque part, les LuxLeaks y ont un peu contribué, et elle a été adoptée donc en 2019, et elle est maintenant transposée en droit français suite à la loi Wasserman, donc qui renforce la loi Sapin 2. Et donc maintenant, par exemple, chaque entreprise de plus de 50 salariés a un canal interne pour que n'importe quel salarié puisse faire un signalement. Depuis la directive, un lanceur d'alerte potentiel dans les organisations n'a plus l'obligation de passer par ce canal interne. Il a aussi la liberté de directement s'adresser aux autorités, donc ce qui est quand même un grand acquis. Les enjeux actuels, je vais vite parce que j'ai déjà beaucoup parlé, les enjeux actuels, c'est que ce droit qui est maintenant très protecteur pour les lanceurs d'alerte, on n'a plus le droit de licencier quelqu'un qui lance l'alerte, ce droit très protecteur, il faut le mettre en application. Et ça ne va pas de soi. Il y a besoin de contrôler comment les autorités, comment les organisations appliquent ce droit. Et par ailleurs, l'enjeu actuel, c'est de développer une culture de l'alerte. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, régulièrement, on questionne les motivations du lanceur d'alerte. Est-ce qu'il a agi par intérêt, pour faire parler de lui, pour se venger, parce qu'il avait un conflit avec sa hiérarchie? Mais tout ça, quelque part, peu importe, on s'en moque, parce que ce qui compte, c'est l'intérêt public des révélations. C'est à partir du moment où la société trouve un intérêt dans les informations qui sont révélées, parce que ça signale un dysfonctionnement grave, parce que ça signale quelque chose qui pose problème, c'est important que le public en ait connaissance pour pouvoir résoudre les situations dénoncées. Et en fait, lancer l'alerte, quelque part, c'est le dernier recours. C'est-à-dire que ça permet de résoudre des problèmes qui n'ont pas été identifiés par le législateur, que les autorités n'arrivent pas à contrôler d'elles-mêmes, et c'est quand, en fait, toutes les protections possibles ont échoué, que c'est, en fait, un salarié ou un citoyen, à la base, qui se saisit, qui identifie un problème qui n'avait pas été vu jusque-là. Et ça, quelque part, ça relève du surgissement d'une expression de la base, et ce qui ébranle un peu les structures de pouvoir pyramidales. C'est un peu la même chose que les réseaux sociaux. Le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui va un peu bousculer le pouvoir établi. Donc, je m'adresse à vous en tant que futur cadre dirigeant. Ça me paraît être dans l'intérêt de vos organisations de tenir compte, en fait, de l'évolution des préoccupations de la société, et donc de tenir compte, de montrer, en prenant en compte les alertes, que vous êtes ouverts sur ces préoccupations naissantes. Et c'est de l'intérêt de vos organisations parce qu'il en est de votre réputation, en fait. Quand une organisation ne fait pas de place à l'alerte, elle risque de se retrouver à la une des médias, et ça lui coûte beaucoup plus cher. Donc voilà, s'il n'y a pas d'intérêt matériel, financier à lancer l'alerte, pour répondre à la question, lancer l'alerte, quel intérêt? Il n'y a peut-être pas d'intérêt financier à lancer l'alerte, mais en tout cas, à ne pas prendre en compte l'alerte, là, vous risquez d'y perdre beaucoup d'argent. Voilà, donc lancer l'alerte, ça permet de compenser un déficit démocratique, de lutter contre l'opacité. C'est un outil d'empowerment de l'individu. C'est aussi un outil qui permet de répondre aux urgences sociétales par la transversalité des sujets de l'alerte, mais au prix d'un arbitrage entre intérêt individuel et intérêt collectif. Donc là, à chacun de faire de trouver son équilibre.
Donc maintenant, êtes-vous prêt à lancer l'alerte ou au moins êtes-vous prêt à accueillir favorablement les alertes de vos collaborateurs? Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Antoine, merci effectivement d'avoir accepté que j'ai réussi à vous convaincre de venir et que c'était la première fois dans une école de management qui est la nôtre et c'est un honneur. Merci beaucoup d'être venu témoigner et aussi de ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Les étudiants qui ont préparé leurs questions, si vous voulez bien me rejoindre sur scène s'il vous plaît. Après. Je vous en prie, allez-y, monsieur. Je vous en prie, bonsoir, merci beaucoup pour être venu à l'ESSEC. J'avais une question. Parlez un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous avez fait pour appréhender votre sécurité personnelle? Alors, j'ai eu la chance de pas être, d'avoir eu affaire à des milieux financiers qui n'étaient pas mafieux. Hein, donc, j'ai pas eu de menaces physiques ni de menaces sur ma sécurité. Les seuls risques étaient légaux, donc c'était en gros la prison. Et notamment, quand je me suis rendu dans le bureau du juge d'instruction, il y avait, mes avocats ont estimé à 5% le risque que je sois contraint de rester au Luxembourg. Mais c'était les seuls. J'ai pas eu de menace directe sur ma sécurité. Oui, bonsoir. Merci pour votre présentation. J'avais une question. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a des informations compromettantes, mais qui ne trouverait pas le courage en lui-même de les divulguer? Merci, ça me permet de revenir sur la diapo que j'ai zappée faute de temps. Mon conseil, c'est vraiment de prendre conseil. Je tourne peut-être un peu en rond, mais aujourd'hui, je l'ai dit, il existe un droit protecteur pour les lanceurs d'alerte qui doit rassurer des gens qui ne seraient pas à l'aise avec ça, qui peut-être à juste raison. Hein. Quand on lance l'alerte, on prend des risques, donc il ne faut pas pousser les gens à le faire comme ça, tête baissée, sans y réfléchir. Et donc aujourd'hui, il existe des organisations qui peuvent conseiller le lanceur d'alerte potentiel sur la manière de mettre en œuvre ce droit. Donc moi, je suis partie prenante de la Maison des lanceurs d'alerte en France, qui apporte des conseils, notamment juridiques, aux futurs lanceurs d'alerte ou aux gens qui ont déjà lancé l'alerte mais qui se retrouvent en difficulté. Et également, je suis dans The Signals Network, donc qui est un réseau international qui aide des lanceurs d'alerte d'envergure, comme Mark McGann pour les Uber Files. Et donc là, l'idée, c'est d'apporter vraiment un service complet aux lanceurs d'alerte, donc soutien psychologique, mise en sécurité, retraite physique s'il y a besoin, soutien financier, parce que souvent, il y a perte d'emploi, donc il y a besoin aussi de subvenir aux besoins du lanceur d'alerte. Ça va être accompagnement médiatique, parce que l'alerte ne va porter ses fruits que si on parvient à la porter efficacement. Que si on arrive à la défendre publiquement. Donc c'est le type d'accompagnement, accompagnement aussi technique, comment assurer sa protection, sa sécurité numérique, et évidemment protection juridique, donc avec des conseils d'avocats formés au droit de l'alerte. Merci. À quel moment est-ce que vous avez réalisé que l'intérêt collectif était plus important que votre confort personnel? Déjà, c'est une perception que j'ai de manière générale, je pense, c'est peut-être une philosophie de la vie, je ne sais pas, mais je souhaite que beaucoup de gens aient cette perception-là, que quelque part leur intérêt personnel est quand même inférieur à celui de la société. J'espère que beaucoup de gens partagent ce point de vue. Mais en tout cas, ce qui m'a conduit à prendre ces risques individuels à cette époque, c'est déjà une part d'inconscience, parce que je ne pensais pas à toutes les conséquences, mais aussi à un moment de la vie, c'est-à-dire qu'au moment où je confie les documents à un journaliste, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'emprunt immobilier, et je comprends tout à fait que dans les compromis personnels qu'on est amené à faire au quotidien, il y a beaucoup de gens qui soient peut-être en témoin
de crimes et délits ou de dysfonctionnements graves et qui n'ait pas envie de lancer l'alerte parce que on ne veut pas prendre le risque de mettre en danger sa famille ou de perdre son emploi parce qu'il faut quand même bien remplir le frigo. Là, moi, j'étais dans une situation personnelle de très grande liberté. Bonsoir monsieur, vous aviez dit que vous étiez membre du conseil d'administration de la Maison des lanceurs d'alerte. Et donc d'après vous, avec tout ce que vous pouvez voir, quel sujet est susceptible d'être le prochain domaine d'investigation des lanceurs d'alerte? Alors, en fait, l'alerte, c'est un sujet totalement transversal et qui peut concerner potentiellement tous les sujets. Alors, au conseil d'administration, on a une vision très limitée des alertes. En fait, on n'a connaissance que des alertes publiques parce que, par protection de la confidentialité des lanceurs d'alerte, la permanence juridique fonctionne de manière totalement étanche. Donc, on n'a pas connaissance des dossiers pour limiter le risque que des identités soient dévoilées. Mais le retour statistique qui est fait sur les alertes, c'est qu'elles concernent des domaines très variés. Alors, les domaines qui ont été quelque part très représentés ces dernières années, c'était pas beaucoup d'alertes de la santé. Il y a pas mal d'alertes de la corruption, protection de l'environnement, évidemment. Et après, The Signals Network, on axe beaucoup sur les mésusages des big data et voilà, en gros, toutes les dérives des big tech. Et notamment, aujourd'hui, il y a des enjeux autour de l'intelligence artificielle. Donc là, la particularité de The Signals Network, c'est qu'on lance des appels à information. On dit, voilà, nous, on a des réseaux de journalistes qui souhaitent enquêter sur tel sujet, et est-ce que des lanceurs d'alerte se signalent? Et c'est comme ça qu'on a été amené à lancer un guide destiné aux employés des big tech pour voir quel est le droit applicable qui leur permet de lancer l'alerte en toute sécurité. Et après, voilà, les alertes sont potentiellement très vastes. Mais la question aussi aujourd'hui, c'est comment on traite les alertes. Parce que quelque part, l'alerte du siècle, elle a déjà été donnée. C'est l'alerte sur le climat. Et malheureusement, elle est insuffisamment prise en compte. On le voit chaque jour. Les records de température sont battus d'année en année. Et on ne voit pas vraiment d'inflexion dans les sociétés humaines visant à résoudre ce problème. Donc, voilà, c'est aussi une manière de prendre du recul vis-à-vis du sujet de l'alerte. Quelque part, les alertes les plus importantes ont déjà été données. Maintenant, il faut aussi savoir les traiter efficacement. Merci. Merci une nouvelle fois, Antoine Deltour. Merci.